temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue sur Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Dans cette série, nous allons nous intéresser au transport, car les transports ne sont pas un secteur technique, ils sont une colonne vertébrale. Ils relient les territoires, structurent l'économie, conditionnent la compétitivité d'un pays et révèlent sa capacité à penser le long terme. Derrière chaque train, chaque avion, chaque aéroport, il y a des arbitrages budgétaires, des choix politiques, des compromis sociaux et parfois des renoncements silencieux. Notre invité pour cette série a traversé de l'intérieur tous les niveaux de cette mécanique. La décision économique à l'État, la direction financière de grands groupes comme Air France et la SNCF, la fusion qui donnera naissance à Keolis, puis la gouvernance d'aéroports et d'infrastructures stratégiques. Claire Dreyfus-Cloarec, vous êtes notre invité. Merci d'être avec nous et bienvenue. Bonjour Ilan. Dans les années 80 et 90, la France bascule. Fin de l'encadrement du crédit, ouverture à la concurrence, montée en puissance des marchés financiers. Ce changement ne touche pas seulement la finance, il redessine le rôle de l'État dans des secteurs structurants comme les transports. Aujourd'hui, alors que la dette publique dépasse les 110% du PIB et que l'investissement en infrastructure devient un enjeu européen majeur, cette mutation interroge. A-t-on perdu une vision stratégique ou gagné en efficacité ? Claire Dreyfus, vous étiez à la direction du Trésor au moment où la France abandonne certains instruments de contrôle économique. Dans quelle mesure cette bascule vers une économie plus financiarisée a-t-elle transformé la manière de penser les infrastructures de transport ? Oh, la manière de penser les infrastructures de transport, je vais faire un détour. Moi, je suis arrivée à la direction du Trésor en juin 1979. J'ai participé au rapport d'Autrem qui a préparé l'ouverture des marchés financiers et par conséquent, j'ai travaillé sur ce qui deviendra la loi de l'or qui doit être de janvier de 1983, qui est la première loi qui a ouvert largement les marchés financiers. Avant, pour vous donner quelques exemples de ce que c'était que la régulation, le directeur du Trésor réunissait, je crois que c'est une fois par mois, les patrons des principales banques, et ils organisaient entre eux le calendrier des émissions obligataires sur le marché parisien, les priorités, les montants qu'on pouvait envisager selon les émetteurs, et ils parlaient taux. Ils ne fixaient pas les taux, puisque c'est le marché qui les fixait, mais ils parlaient taux. Bon. Ceci a totalement disparu. Après la loi de l'or, ça a complètement disparu. Qu'est-ce qu'elle change, cette loi de l'or, justement, dans le secteur du transport ? À l'époque, aucun. La SNCF, par exemple, était un gros émetteur sur les marchés financiers, mais à l'époque, ça n'a pas modifié ses façons d'intervenir sur le marché. Voilà, donc ça c'est la première des dérégulations. La seconde à laquelle j'ai participé directement aussi, c'est le changement de pied sur la politique monétaire. La politique monétaire était depuis la guerre, et même depuis toujours, partagée entre la Banque de France et le ministère des Finances, la direction du Trésor, avec l'encadrement du crédit. L'encadrement était déterminé par l'État et mis en œuvre par la Banque de France avec un bureau qu'on appelait même le confessionnal pour les banques qui avaient légèrement transgressé les maximales auxquelles qui leur étaient autorisées. Bon. C'est Balladur, ministre des Finances en 80, je dirais 6, qui a mis fin à l'encadrement du crédit et mis en place la politique d'open market qu'on connaît aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, la direction du Trésor n'était plus qu'un observateur actif, mais plus du tout l'animateur des réunions mensuelles entre le gouverneur de la Banque de France, le Trésor et les présidents des différentes banques. Est-ce que vous diriez que le long terme, ou est-ce que le long terme à ce moment-là a commencé à s'effacer devant les équilibres financiers ? Je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là. Les équilibres financiers, oui, c'est-à-dire le financement du déficit de la balance des paiements et le financement de l'État certainement. Ça, c'est la réforme des marchés financiers. Pour la politique monétaire, c'est moins évident. Voilà. Quand j'ai commencé à entendre parler systématiquement des ratios d'endettement ou de déficit budgétaire par rapport au PIB et aux règles européennes, c'était quand j'étais à la SNCF. Donc c'est plutôt à la fin des années 90 et pas dans les années 80. D'accord.
Dans ce que vous dites là, on connaît aussi le rôle des transports, qui sont historiquement des instruments d'aménagement du territoire, essentiels. Euh, Avec l'ouverture à la concurrence et les montées des logiques de rentabilité, est-ce que cet équilibre a été fragilisé? Ah bah, je pense que l'ouverture à la concurrence est toujours un moment où la fragilité des entreprises augmente, hein. Et d'ailleurs, c'est très reconnu en matière de transport aérien, puisque le moment où l'Union européenne a réfléchi sur la mise en place d'une politique d'open sky, c'est-à-dire ouverture du marché européen à l'ensemble des compagnies européennes, était aussi un moment où conjoncturellement les compagnies, pas seulement en Europe, hein, mais dans le monde entier, étaient fragilisées parce qu'il y a eu une crise qui était très importante dans ces années-là. C'était la fin des années, enfin les années 80-90. Hein. Et donc, on avait vu la dérégulation du transport aérien aux États-Unis, qui s'est traduit, alors mes chiffres sont faux, mais c'est des ordres de grandeur, hein, par le fait qu'il y a 200 entreprises aériennes qui se sont créées. Quelques grosses comme la Paname et la TWA ont disparu, et dans les 180, et dans les 200 qui avaient été créées, il n'en est resté qu'une qui est South Airways. Voilà. Et ça a renforcé celles qui ont pu demeurer, mais il y a eu aussi beaucoup de morts, hein. Et curieusement, c'est aussi le moment où on a vu apparaître pour la première fois South Airways, c'est une low cost, quelque chose qui n'existait pas avant, c'est-à-dire des gens qui mettaient en avant l'efficacité de leur exploitation pour maximiser leur PNL et le rendre le plus solide possible, ce qui n'était pas complètement la préoccupation majeure des compagnies généralistes avant. C'est Voilà. quelque chose que vous découvriez à l'époque. Ah, complètement, complètement. On en avait eu un tout petit avant-goût avec la dérégulation des télécommunications aux États-Unis, qui était au début des années 80, où il y avait eu, comme dans le secteur aérien, ouverture à la concurrence, multiplication des intervenants, faillite des traditionnels ou découpage des anciens, et puis reconstruction d'un marché avec des entreprises qui avaient été sélectionnées par la concurrence. Donc c'est vrai que l'ouverture à la concurrence est toujours un moment où les cartes sont rebattues. Et tout au long de votre expérience, vous l'avez vécu de l'intérieur, vous voyez un État qui passe, il a plusieurs rôles, mais il passe de planificateur à régulateur, puis actionnaire. Dans un contexte de mondialisation accélérée, est-ce que ce modèle aujourd'hui, est-ce qu'on peut le penser encore comme ça? Est-ce que c'est encore cohérent de le penser comme ça? Je pense que c'est très difficile de penser des modèles nouveaux, hein. On peut constater que les modèles qu'on a créés, à un moment donné, sont fragilisés. Je pense que c'est clairement ce qui est en train de nous arriver en ce moment. Ou des certitudes bien assises sur le fait que le commerce international, c'est le doux commerce qui ne peut apporter que du bien, hein, notion ricardienne, On en revient qui un a fait peu. Florès, Oui, oui, bah oui. mais dont on est en train de revenir de façon rapide, sans savoir, à mon avis, aujourd'hui, trouver un modèle alternatif. On n'est pas soit le doux commerce complètement ouvert, soit les barrières douanières et financières et non financières brutales, qui sont probablement aussi quelque chose de dépassé. Et il faut qu'on trouve le moyen d'inventer un nouveau modèle, qui d'ailleurs peut n'être pas un modèle qui vaut pour tous les secteurs, hein. Et il Donc peut y peut-être une avoir différenciation des secteurs, ce qui s'explique au absolument, niveau des transports, ne absolument, s'explique pas au niveau des télécommunications. absolument. Et c'est ce que je vais vous poser comme question, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'Europe a complexifié la gouvernance nationale dans le secteur des transports? Elle a clairement complexifié, ne serait-ce qu'en élaborant des règles nouvelles, hein. L'obligation pour la partie transport de la séparation entre les infrastructures et les exploitants. Alors c'est tout à fait visible pour les transports ferroviaires, hein, je vais revenir dessus. Mais c'est un peu visible aussi dans l'aérien, puisque dans l'aérien, on a les infrastructures qui sont les aéroports et tout ce qui est pistes et éléments associés. Et puis on a les compagnies aériennes, mais on a aussi tous les services associés, ceux qui apportent le carburant, ceux qui font le catering, etc., etc. Bon. Traditionnellement, aujourd'hui on appelle assistant, était généralement soit une partie de la compagnie aérienne dominante, soit un service offert par les aéroports.
L'Union européenne a décidé que ceci n'était plus possible de façon à ce que la concurrence puisse s'exercer librement. Et donc, elle a demandé à ce que les compagnies aériennes, si elles avaient des services, puissent les garder, mais pour elles. Et il fallait qu'il y ait d'autres intervenants. C'est une façon pour l'Union de modifier les conditions d'exercice de l'activité. Et dans le ferroviaire, puisqu'on voulait Alors, dans le ferroviaire, la grande réforme, ça a été la séparation de l'infrastructure et de l'exploitation. Bon. Je dirais que le modèle, d'une certaine manière, est venu des Britanniques, puisque Madame Thatcher a coupé British Rail en une petite trentaine de morceaux, avec un gros morceau qui était l'infrastructure, et puis toutes les exploitations fret voyageurs ont été séparées par faisceau. Et donc British Rail, au lieu d'être une entreprise, s'est retrouvée être 30 morceaux différents, avec, je crois qu'il y avait 7 compagnies de fret, géographiquement réparties, et puis une vingtaine de compagnies de transport de passagers. Bon. Et puis toute l'infrastructure a été créée sous forme d'une entreprise qui a été cotée en bourse. C'est une difficulté puisque l'État britannique subventionnait en partie l'entreprise d'infrastructure de façon à lui permettre d'assurer la sécurité et la qualité de l'infrastructure. Mais l'entreprise étant cotée en bourse, elle avait besoin de distribuer les dividendes et donc elle a un peu utilisé les subventions pour distribuer les dividendes. Donc l'entretien du réseau ne s'est pas fait très bien. Il y a eu quelques accidents majeurs. Et ça a conduit l'État britannique à renationaliser tout ce qui était infrastructure en rachetant en fait British Rail. Donc tirer les leçons de cette privatisation des infrastructures en renationalisant une partie, c'est en tout cas l'expérience britannique que vous avez vécue. Alors, l'Union européenne n'a pas exigé de privatisation. C'est pas dans ses prérogatives. C'est ce qu'on a vu Elle a exigé la séparation complète de l'infrastructure avec les exploitants. Bon. Alors, les Allemands ont fait ça avant les Français en séparant complètement l'infrastructure ferroviaire, les gares, le fret, et les voyageurs, et d'ailleurs les voyageurs longue distance et régionales. Bon. Les Français ont fait autrement, plus tardivement, mais les Allemands ont donc fait toutes ces entreprises chapeautées par une holding qui s'appelle la Deutsche Bahn. Alors ensuite, il y a des filiales, mais il y a un patron commun. Et je vous donnerai un exemple. Je vais vous donner un exemple de l'efficacité de ce système. La France a fait différemment. Elle a créé Réseau Ferré de France, une société complètement indépendante, et puis la SNCF conservant les voyageurs, le régional, le fret et les gares. Bon. Avec des discussions très compliquées entre la partie transport et la partie infrastructure. Un exemple. Quand l'Union européenne a décidé de mettre en place un nouveau système qui s'appelle ERTMS, qui est un système de sécurité plus grande, où les locomotives discutent avec l'infrastructure, et donc ça permet d'être plus fiable et par conséquent de faire passer plus de trains sur la même infrastructure. En Allemagne, la partie infrastructure a dit « Ah mais c'est pas moi, c'est pour permettre que les trains passent plus vite, donc c'est vous qui allez payer ». Les gens des transports ont dit « Mais pas du tout, c'est essentiellement des matériels sur l'infrastructure, donc c'est vous qui allez payer ». Comment est-ce que le sujet s'est réglé? Il s'est réglé par le fait que la patronne de la holding a pris une décision sur ce qui paye quoi. En France, quand j'ai quitté la SNCF, le sujet de savoir qui allait payer pour l'infrastructure, et alors sur la partie train et sur la partie infrastructure, n'était pas réglé. Bon. Alors, ce qui fait que la réforme de la SNCF, elle a été remise sur le plateau et que finalement, bien des années après, on est venu à quelque chose qui ressemble à ce qu'ont fait les Allemands. D'autant plus qu'entre-temps, l'Union européenne avait critiqué la situation allemande. Il y a eu débat. Je pense même qu'il y a eu contentieux et finalement la Deutsche Bahn a gagné. Donc le modèle Deutsche Bahn est un modèle qui peut être installé et qui largement a été installé en France. Claire Dreyfus, merci pour ce premier épisode qui touche à sa fin et qui met en lumière une tension fondamentale. Plus l'environnement économique est ouvert, plus la capacité de planification se fragmente. Dans le prochain épisode, nous entrons dans la réalité des grandes entreprises confrontées à la mondialisation, à la pression sociale et à la compétition internationale. À très bientôt pour un nouvel épisode de Temps d'avance.
le podcast des entreprises en mouvement.